Raison numéro 3. Voyager, c'est bien joli, mais l'école dans tout ça. L'école correspond à un schéma d'apprentissage encore profondément ancré dans notre société. Rien ne semble pouvoir remplacer les enseignements académiques traditionnellement dispensés par cette honorable institution, que beaucoup considèrent comme étant la seule capable d'offrir un véritable avenir à nos enfants. Partir autour du monde et déscolariser sa progéniture est donc parfois considéré comme parfaitement irresponsable, même si voyager représente aussi une opportunité de s'ouvrir aux autres et au monde. Alors, fait-on réellement fausse route lorsque l'on pense sincèrement que le voyage peut être une source inépuisable de découvertes, souvent insolites et étonnantes, et que les apprentissages doivent être guidés par la volonté et le plaisir, plutôt que par une obligation extérieure ou la contrainte ? Et oui, l'école dans tout ça. Alors bon, étant donné que nous sommes des nomades convaincus de ce mode de vie, bien sûr, la question d'agrandir la famille, elle va se poser, on en parle, etc. Donc, la question de l'éducation, bien sûr, on l'a de toute façon un peu abordée, même si c'est pas encore à l'ordre du jour. Et donc, oui, on a un peu un avis là-dessus. Pour nous, l'école n'est absolument pas nécessaire. Absolument pas nécessaire. L'éducation, évidemment, il faut apprendre à lire, à écrire, à compter, etc. Évidemment, ça, tu peux pas passer à côté. Mais aujourd'hui, on est quand même en 2019, il y a des tas de moyens de faire en sorte que son enfant soit éduqué, on s'entend, hein, en termes de matière primordiale pour son évolution dans sa vie. Donc, il y a plein de façons. Il y a le CNED, mais il y a plein d'autres façons. Alors, je les connais pas toutes, mais justement, sur les pontons, on en entend un peu parler. Donc après, c'est un autre débat, quelle technique choisir pour l'enseignement de ses enfants. Mais voilà, il y en a plein, et il y a aussi qu'est-ce qui t'empêche de te poser quelques mois et de mettre ton enfant dans une école si tu as envie qu'il ait un peu plus de structure à un moment donné. Donc pour nous, on voit pas bien qu'est-ce qui empêcherait de partir. Enfin, l'école pour nous n'est absolument pas un frein, vraiment, vraiment, vraiment pas. On ne rentrera pas en France parce que notre enfant a 3 ans et qu'il faut qu'il rentre à l'école, ou 6 ans, je sais plus. Enfin, 3 ans ouais, maintenant. donc c'est 6. Ah oui, ils viennent de baisser à 3 ans, donc C'est voilà. ça. Et alors même, je vais même plus loin que ça, je sais que la loi dit que c'est l'instruction qui est obligatoire, ce n'est pas l'école. Donc voilà, du coup, ça c'est une loi qui pour nous fait totalement sens. Et ensuite, je rajouterai que je pense que toi, c'est l'argument que tu dois donner aux gens qui ont des objections là-dessus. Pour nous, l'argument massu, mais c'est que ton enfant, il apprend tellement plus à côté en voyageant, en rencontrant, en découvrant, en échangeant avec des gens qui ne parlent pas sa langue ou qui ont des façons de faire différentes, etc. C'est d'une richesse que l'école ne pourra jamais apporter. L'école apporte la structure et la sociabilisation. À toi de structurer pour que ton enfant soit le plus... Je sais pas comment dire, je sais pas trop les mots, excuse-moi, mais tu vois, qu'il soit le mieux instruit possible, voilà. Et au niveau de la sociabilisation, c'est pas très difficile, il suffit de pas rester tout seul dans son coin et d'aller vers les autres. Et je pense que quand on a des enfants, c'est assez facile en fait, puisque les enfants vont facilement les uns vers les autres pour jouer. Donc ça doit se faire assez naturellement au final. Voilà, je pense à un gamin qu'on avait vu c'était à Tenerife. Il s'embêtait complètement sur le ponton. Là, pour le coup, tu vois, mauvais exemple, il n'y avait pas d'autres enfants pendant quelques jours, donc il était tout seul. Et donc, il prenait un bâton et il pêchait. Et bon, bien sûr, il ne pêchait rien, mais bon, il s'amusait. Et puis, son bâton, à un moment donné, tombe dans l'eau et il se rend compte que le bâton revient automatiquement, tu vois. Et le gamin, tu vois dans son regard qu'il fait tiens, c'est marrant ça. Et il retente, il recommence, et il renouvelle l'expérience plusieurs fois à des degrés différents, etc.
Et là, je me rends compte d'un truc, c'est que ce gamin-là vient d'apprendre la poussée d'Archimède. Il a 8 ans. C'est juste qu'il n'a pas le mot. Il ne sait pas encore que c'est ça. Et quand, avec ses cours sur le CNED ou je sais pas quoi, il arrivera à ça, pour lui, ce sera d'une évidence claire, quoi, tu vois. Donc voilà, l'école n'apprend pas tout. Moi, je crois, j'ai été toute ma vie à l'école normale, tu vois, j'ai suivi le cursus plus que classique. Je sais que poussée d'Archimède, tu vois, les maths et tout ça n'avait aucun intérêt, c'était nul, quoi, tu vois. Je me demandais pourquoi je faisais ça. Alors que un gamin qui comprend déjà la vie, la nature, etc., tu vois, bah, peut-être qu'on en fera un physicien ou va savoir quoi, tu vois, enfin. Finalement, enfin ouais, c'est de toute façon plus riche pour plein de raisons. Et de toute façon, c'est aussi pour ça que les écoles type Montessori, je crois, le nom. Montessori. Montessori, voilà, se développent de plus en plus parce qu'elles ont une approche beaucoup plus naturelle. Parce que c'est ça aussi hein, qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'être nomade pour donner une meilleure éducation à ses enfants. Et c'est ça qui est bien avec la méthode Montessori, là, c'est que justement, il y a des nouveaux modes alternatifs qui arrivent. Et d'ailleurs, c'est bien, puisque ces modes-là vont nous aider, nous, nomades, à dire, bah attendez, c'est la même chose qu'à Montessori, c'est juste qu'on le fait sur le bateau, quoi. Pour l'instant, ils sont quand même encore assez jeunes pour les d'école, donc il y a beaucoup d'activités à bord, mais ça passe par l'éveil, des activités de peinture, de dessin, de lecture. On commence, mais c'est encore vraiment le début, quoi. Pour la suite, on n'a pas vraiment de planning, vu qu'on sait pas, on n'a pas vraiment de plan de navigation ou de plan pour le futur. Tant qu'on est bien, on continue, donc on verra au fur et à mesure, évidemment, quand ils vont commencer à être en âge de vraiment étudier, etc. Il faudra faire en fonction. Et donc, oui, l'école, après, traditionnelle, telle qu'on la connaît aujourd'hui en France, ça ne nous intéressait pas vraiment aussi. C'est aussi pour ça qu'on a choisi de partir, quoi. C'est-à-dire que ça nous permet de ne pas travailler, d'être vraiment dans notre bulle familiale, d'être à l'écoute de nos enfants et de par des activités, en fait, les éveiller. Et puis, on verra au moment où on aura, en fait, des enfants plus grands qui demanderont peut-être d'avoir une scolarité plus avancée avec d'autres éléments que nous, on ne pourra plus leur apporter. D'accord. Et aujourd'hui, dans l'éveil et les activités que vous leur proposez, vous vous appuyez sur des choses que vous avez préparées avant le départ ou votre vie quotidienne est un vrai support d'apprentissage pour eux? Les deux. C'est-à-dire qu'on a quand même pas mal de lectures avec les activités Montessori ou d'autres comme Charlotte Masson. L'apprentissage de la vie, en fait, avec nos enfants, c'est aussi très bien pour stimuler l'éveil de l'esprit, quoi. C'est-à-dire que savoir lire, compter, c'est pas forcément en étant assis sur une table avec un tableau et une maîtresse, quoi. C'est aussi par des activités en fait de tous les jours. Ouais. Non, pour en revenir aux autres équipages de bateaux copains avec des enfants un peu plus âgés, on a peu croisé de parents qui suivaient le CNED. Dans l'ensemble, ils sont assez contre, on va dire. Je ne sais pas pour quelle raison, parce qu'on ne sait pas vraiment nous renseigner encore, mais il y a beaucoup de bateaux qui font l'éducation sur des supports variés, quoi, mais c'est vrai que ce retour sur le CNED est intéressant parce que quand on est dans les préparatifs, tout le monde a le CNED en tête et finalement, on se rend compte que pour un certain nombre d'équipages déjà en route, le CNED est finalement assez peu représenté, alors que c'est quand même le schéma avec lequel tout le monde part au départ dans les préparatifs. C'est vrai. Bon, on n'en a pas croisé non plus énormément, hein, mais il me semble qu'il y avait 3 bateaux au moins qui avaient des enfants entre 10 et 13 ans et qui ne suivaient pas le CNED. D'accord.
Donc ça montre que c'est possible et que voilà, il y a d'autres familles qui font ce choix-là. C'est assez encourageant quand on a aussi cette vision des choses, on se sent un petit peu moins seul aussi face à cette question de l'éducation. Ouais. Ouais, bah, du coup, nous, on a rencontré beaucoup de familles qui ont des enfants, surtout sur la boucle atlantique, mais il y en a toujours là pour passer le canal. Et même si on n'a pas d'enfants, si jamais un jour on a des enfants et qu'on a envie de repartir, on repartirait, je pense. Ça n'est pas quelque chose qui nous a fait peur, justement, de rencontrer des familles qui en avaient. Au contraire. Et après, ça devient dur quand ils commencent à être grands, quoi. Jusqu'au collège, les cours, il y a quand même pas grand-chose à apprendre. Et finalement, les familles qu'on a rencontrées nous disent que leurs enfants, une fois qu'ils sont rescolarisés, et ben, ils ont un niveau même un peu supérieur à ceux qui ont suivi la scolarité normale, parce qu'en France, j'ai l'impression, la classe est soumise au plus faible. Enfin, on est obligé de suivre le rythme de celui qui apprend le moins, alors que sur un bateau, c'est une mentor spécialisée. Il y a 1, 2, voire 3 enfants, ces compétences, et en gros, ce qu'ils font en une semaine en France, ici, ils le font quelques journées. Bon, plus l'enfant est petit, moins ils font de cours. C'était des familles qui passaient, je sais pas, 5-6 heures des fois par jour. C'était au collège. Ça, c'était les grands enfants. Ouais. Et on a aussi rencontré des familles qui, bon là, c'est peut-être pas, il y a une loi ou ça, mais des Américains qui, eux, ne suivaient aucun cursus spécial et ils apprenaient que ce qu'ils voulaient à ses enfants, mais que ce qu'ils pensaient être juste pour faire une vie à ses enfants, quoi. Donc il leur a enseigné. Bon, c'était quelqu'un qui sortait du milieu de la création de jeux vidéo et tout ça, donc il leur a enseigné tout ce qu'il savait sur son métier. Plus, il était plongeur professionnel, enfin, il a des niveaux, donc il leur a enseigné à plonger, il leur a enseigné la voile, à nager, tout ça, et donc les enfants, après, ils sortiront, ils avaient quoi, 12 ans, 14 ans? Ils avaient un paquet de choses sur des trucs très spécialisés, ils pouvaient en faire un travail s'ils voulaient, quoi. Et après, ce qu'il disait, sa philosophie, c'est si à 16-17 ans, ils veulent reprendre des études plus générales ou un autre, vouloir apprendre un autre métier, et ben, il leur payera, ou alors ils travailleront un petit peu à côté dans des choses qu'ils savent faire, par exemple moniteur de plongée ou quoi que ce soit, pour payer d'autres études après, quoi. C'est un système de vie vraiment agréable, hein. Au moins, tu apprends quelque chose de concret, tu n'apprends peut-être pas l'histoire, mais après, dans chaque destination, il essayait de leur enseigner la géographie, l'histoire du pays. C'est un tout, quoi. Bon, avec le système français, c'est quand même beaucoup plus structuré, quoi. Mais de ce qu'on a vu en général, que ce soit pour les cours ou même la vie à bord avec les enfants, à chaque fois, ça se passait bien. Les familles qu'on a rencontrées, avec des tout petits, on en a rencontré avec des bébés, on en a rencontré avec des tout petits 1 ou 2 ans, avec des enfants plus 4-5 ans, avec des collégiens. On a vraiment rencontré beaucoup de familles différentes et c'est tout intéressant de voir comment ça se passe à bord. Et en général, il y avait toujours, c'est un voyage différent, c'est sûr, c'est pas le même rythme, mais il y avait des choses très intéressantes aussi à partager avec les enfants à bord. Ils apprennent plein de choses, ils sont très débrouillards, du coup, ils apprennent plus vite à nager, mettons, ils apprennent à découvrir ils parlent anglais plus rapidement aussi. Ouais, parce qu'ils jouent avec les enfants sur les plages, ils apprennent des tas de langues. Ça avait toujours l'air d'être agréable. Après, je pense qu'il y a des mauvais moments aussi à passer, mais en général, ça avait l'air toujours de bien se passer. Ça ne nous a pas du tout refroidi dans l'idée de repartir un jour si on s'arrête entre-temps et de repartir avec des enfants, en tout cas à bord. Ils sont très gentils. Bon, donc votre témoignage peut confirmer la vision qu'on a si on la partage, mais qu'effectivement le voyage est une bonne école de la vie. Et au-delà des connaissances, on va dire traditionnelles, les enfants peuvent développer énormément de compétences qui leur seront utiles dans leur vie future, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, parce que même sur le bateau, au niveau bricolage ou quoi que ce soit, il y a toujours des choses à faire, donc ils deviennent très débrouillards, je pense. Ils sont très curieux. Si on les laisse faire ce qu'ils sont capables de faire, et ils vont apprendre vite, quoi. Même piloter l'annexe ou des choses comme ça, je pense que du coup, ils auront moins peur peut-être du quotidien et des choses extérieures que ils auront s'ils reviennent après. Une autonomie, quoi. Ils acquièrent l'autonomie. Nous, c'est ce qu'on a pu à peu près remarquer, quoi.
D'accord, donc autonomie, dans nos responsabilisation, voilà, sociabilisation finalement dans le contact avec les autres, un certain nombre de compétences sociales assez intéressantes pour une vie d'adulte. Ça, le côté social, après, ça dépendait vraiment des trajets aussi, parce qu'on a rencontré d'autres familles où, malheureusement, ils avaient choisi des destinations où il y avait peu de familles qui l'empruntaient. Donc là, ils avaient un enfant unique et le pauvre s'ennuyait assez souvent parce qu'il rencontrait peu d'enfants de son âge. Donc, il devait aller de temps en temps en marina pour que leur enfant puisse rencontrer un peu de monde. Donc ça, là-dessus, je pense que ça dépend quand même du trajet emprunté. Et il y a, si tu suis les familles, les voyages en famille, au final, ils se regroupent tous et on les retrouvait au mouillage, toujours tous ces mêmes bateaux, avec 2 enfants ou 3 enfants par bateau. Et ils faisaient le soir les apéros et l'après-midi, ils s'occupaient tous les enfants étaient ensemble. Il y avait 8-10 enfants ensemble. Alors, pour l'école, nous, au départ, on voulait inscrire les enfants, nous, on avait une fille, ma fille qui suit le CE2 cette année, et Colin, il est en grande section. Donc, au départ, c'était que Romane, et on voulait l'inscrire au CNED, parce que c'est ce qui est plus, on va dire, logique, c'est la première chose à laquelle on pense. Et en fait, j'ai passé un coup de fil, du coup, au CNED et à l'académie. Et en fait, on m'a expliqué qu'il y avait plusieurs versions dans le CNED et que la version gratuite et validante, en fait, qui permet de valider les années, elle était accessible qu'à 4 catégories de personnes. Alors, il y avait les sportifs de haut niveau, les artistes, les gens du voyage ou alors les enfants malades. Et donc, nous, on rentrait dans aucune de ces catégories. Donc, on avait accès à une version du CNED payante et qui ne validait pas les acquis. Donc, ça veut dire que du coup, en rentrant, de toute façon, il fallait qu'on fasse passer des évaluations aux enfants pour valider leur niveau et qu'ils puissent rentrer dans une classe. Voilà, donc quand on a su ça, on a été un peu refroidis. Et surtout, je pense que ce qui nous a vraiment décidé, c'est que les retours qu'on a eus des uns et des autres, c'est que le CNED, c'est quand même assez contraignant, quoi. C'est-à-dire qu'il faut envoyer les devoirs régulièrement à des dates assez précises, etc. Et là, c'est marrant parce qu'on a rencontré une famille aujourd'hui dont la fille est au CNED. Et pareil, à la fin de l'année dernière, parce qu'ils sont partis l'année dernière, ils avaient eu un mot du CNED comme quoi ils n'étaient pas assez réguliers, qu'ils avaient trop de retard, etc. Donc, voilà, on a pesé le pour et le contre et on s'est dit qu'on ferait 100. Donc, nous, on est parti 100, on se débrouille. C'est-à-dire qu'on a pris les livres de classe en français et en maths ceux utilisés dans l'école des enfants et on suit la progression des bouquins. Et voilà, et on s'est acheté d'autres trucs à côté de ça, des méthodes, d'autres méthodes, des cahiers d'exercice, des cahiers de jeux éducatifs, etc. Et on fait ça comme ça. Alors aujourd'hui, on n'est pas capable de dire si on avance suffisamment vite, même si j'ai le sentiment que oui, parce qu'on est quand même en contact avec une maîtresse de CE2. Est-ce que la manière dont Romane apprend, est-ce qu'elle emmagaine, est-ce qu'elle retient suffisamment, est-ce qu'elle avance, est-ce qu'elle évolue au même rythme que les autres, on ne sait pas trop. Mais à la fois, on s'est dit que c'était pas super grave non plus. Parce que si jamais ils avaient du retard l'un et l'autre en rentrant et qu'il fallait redoubler une classe, ils redoubleraient une classe, quoi. À la limite, sur une vie, qu'est-ce que ça représente, quoi, par rapport à tout ce qu'ils auront vu et vécu à côté. Maintenant, la vérité, c'est je pense qu'ils n'auront pas de retard, quoi. Parce qu'en fait, je suis en train de me rendre compte que le programme de CE2, mais c'est juste la révision du programme de CE1, quoi. Elle apprend pratiquement rien de nouveau, quoi. Tout ce qu'on fait, elle l'a déjà fait l'année dernière, quoi. Donc c'est de la consolidation. Ouais, Colin, il faut qu'il apprenne à lire, à compter, à écrire. Bon, lire, compter, écrire, on verra bien si à la fin il sait le faire ou pas. S'il sait le faire, je vois pas pourquoi ça n'irait pas, quoi. Voilà. On passera les évaluations en rentrant et on verra ce qui se passera. D'accord. Et du coup, au-delà de ces apprentissages, on va dire, un peu fondamentaux comme les maths et le français, vous suivez quand même, vous essayez de vous appuyer sur des supports comme des livres de cours. Est-ce que vous avez l'impression que le voyage les nourrit sur un certain nombre de sujets? Et est-ce que vous utilisez un certain nombre d'éléments de la vie quotidienne pour
leur transmettre un certain nombre de connaissances qui, certes, ne sont peut-être pas du programme de CE2 ou de grande section de maternelle, mais qui leur permet de développer quand même à la fois des connaissances et des capacités. Ouais, mais je pense que ça se fait vraiment En naturellement. fait, il y a effectivement toute cette partie des bouquins, la partie théorique, et il y a tout ce qu'ils voient au quotidien dans les différentes destinations qu'on peut suivre, et qu'ils peuvent du coup expérimenter directement. Le meilleur exemple, c'est les Canaries, par exemple, où on est allé marcher dans des cratères de volcans. Il y en avait plusieurs, et donc on pouvait savoir comment le volcan s'est formé, comment ils sont sortis de la mer, enfin voilà. Et c'était des choses qu'ils pouvaient palper directement. Du coup, ils retiennent tout. L'apprentissage est immédiat. Et au-delà de ça, comme ils découvrent des univers qui leur sont pas familiers, j'ai l'impression qu'ils ont développé beaucoup plus leur capacité à questionner. D'ailleurs, ça nous fatigue. D'ailleurs, c'est hyper fatigant. Mais ils sont effectivement en permanence en train de nous poser des questions. Tout le temps, pour tout. Pour dire, voilà, pourquoi il y a des vagues sur la mer, pourquoi le poisson il a cette taille, pourquoi il y a un arc-en-ciel, enfin voilà. Et donc, le fait d'être aussi extrême, enfin ça n'a pas de prix, mais d'être extrêmement disponible pour eux, parce qu'on est au quotidien ensemble, fait qu'on prend le temps de leur répondre et de leur expliquer et de trouver des exemples, et